Sortie de crise, cette émission digitale qui réunit les acteurs d'économie a pour vocation de réunir et d'interroger ces acteurs sur les perceptions et les projections post-coronavirus. Pour ce premier épisode, on a Mirette Zaki. Bonjour Mirette. Bonjour Sarik. Donc Mirette, tu es ancienne rédactrice en chef du magazine Bilan où tu as Ouais. travaillé pendant 9 ans. Tu avais auparavant dirigé les pages financières du Temps pendant 9 ans également, après avoir travaillé dans l'analyse financière d'une banque privée. Ouais. Tu es l'auteur également de 4 ouvrages sur la finance suisse et internationale devenus best-sellers. Et depuis 1 an, tu es conseillère indépendante pour influenceurs et leaders d'opinion. Tout à fait. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Le sujet est assez vaste, le sujet du coronavirus et de son impact sur l'économie. Il m'a semblé intéressant de pouvoir échanger sur le contexte économique d'avant la crise, pendant la crise et également d'essayer de se projeter un peu plus sur l'avenir. Donc, l'idée, c'est de recevoir ton décryptage et de pouvoir disposer d'éléments, je dirais, intéressants pour les acteurs de l'économie suisse quant à leur compréhension du sujet et également leur capacité de pouvoir agir ou du moins définir des opérations qui puissent être aussi en phase avec l'économie. Ouais. L'idée, la première question, c'est déjà de te poser, te demander ce que tu penses justement de ce contexte économique d'avant-crise, de ce qui s'est passé. D'abord la Chine, ensuite finalement l'Europe avec l'Italie et les autres pays qui en ont souffert en Europe, et puis ensuite les États-Unis actuellement. Donc, je te laisse la parole concernant, je dirais, ta perspective économique sur le sujet. D'accord. Alors, je pense que c'est important de préciser qu'avant la crise de la pandémie du coronavirus, l'économie globale était déjà dans un ralentissement synchronisé. Il y avait débat sur les raisons de ce ralentissement, mais en général, la consommation devenait très ralentie et on parlait déjà de récession. Moi, j'avais tenté d'analyser ça en prenant la perspective des 30 dernières années, où finalement la globalisation avait généré d'énormes dividendes pour des grandes entreprises qui avaient pu augmenter leurs échanges, mais que ces dividendes n'avaient pas été bien répartis et que finalement, il y avait toute une classe de travailleurs précarisés qui consommaient de moins en moins, ce qui expliquait le ralentissement de plus en plus visible en fait de l'ensemble de l'économie, parce que finalement, les petits salariés, les petits épargnants, les petits retraités, c'est quand même des gens qui sont à la base de l'économie, qui la font marcher. Mais le débat avant le coronavirus, c'était de se dire, si tous ces gens, leur salaire se précarise, leur sécurité financière se réduit avec les taux négatifs, que la répartition des revenus et des richesses de la globalisation n'arrive pas, ne ruisselle pas jusqu'à eux, eh bien, la logique veut qu'on ait un arrêt de la croissance ou une récession. Et c'était vraiment de ça qu'il était question juste avant l'éclatement de la pandémie. D'ailleurs, les crises des gilets jaunes, des Brexiters et de l'élection de Trump avaient un tout petit peu illustré ça par toute cette classe de mécontents de la globalisation. Ensuite est venue la crise du coronavirus qui malheureusement est en train d'aggraver ces tendances. Très bien. Et c'est vrai que c'est un peu sous cette impulsion qu'on a pu noter aussi la montée des populismes, avec la polarisation un peu de la politique. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, avant la crise, on a aussi enregistré déjà une récession, je dirais, un début de récession. Oui. Dans le secteur manufacturier, oui. Et il avait commencé à y avoir une crise financière qui n'était pas très bien expliquée au grand public, mais à partir de septembre 2019, septembre dernier, les marchés du crédit financier, c'est le marché qui aujourd'hui alimente toute la spéculation à court terme et au jour le jour. Quand vous êtes un hedge fund ou un fonds d'investissement qui veut emprunter sur 24 heures et spéculer ici ou là, il va emprunter sur ce marché. Ce marché s'est retrouvé en crise et la Banque centrale américaine est en train d'intervenir très, très massivement et d'inverser toute sa politique qui avait été de durcir un peu les conditions financières, de fermer un peu le robinet des liquidités,
depuis 2 ans. Elle a complètement inversé ça en septembre dernier et elle était en mode crise hein, avant le coronavirus, j'insiste. Donc, elle était en mode intervention très massive, elle injectait des liquidités records et là-dessus est venue se greffer la pandémie qui a tout ralenti, tout arrêté et qui a provoqué aussi un krach financier, comme vous le savez, comme tu le sais, Tariq, d'assez courte durée, qui aura duré peut-être 2 semaines en tout et pour tout, et qui est déjà maintenant stabilisé, mais on peut en reparler après. De ce qu'on a noté aussi pendant la crise, c'est l'intervention des banques centrales, avec, comme tu as pu le citer, la Fed qui a injecté massivement des fonds. Il y a aussi la Banque centrale européenne avec Oui. l'Allemagne aussi qui a quand même accepté qui est une action de la Banque centrale européenne, notamment sur la disposition un peu de ses liquidités. Est-ce que tu peux nous donner un tout petit peu plus de contexte justement sur le rôle, ou du moins les actions des États, également les actions des banques centrales, Mhm. quelles ont été leurs actions et surtout quelles ont été quelque part je dirais le décryptage de ces opérations selon toi? Alors, je pense qu'il faut séparer les volets en deux volets. Hein. L'intervention qui a consisté à sauver d'abord les marchés qui étaient en pleine chute, ça, c'est une intervention qui a concerné directement l'injection de liquidités sur les marchés boursiers. Ça, c'était des sommes assez phénoménales, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Pas tellement en Suisse. La Banque nationale suisse, elle se concentre surtout sur l'affaiblissement du franc suisse, mais elle n'injecte pas dans la bourse des liquidités dans les mêmes proportions. Donc, c'est surtout le marché des actions et obligations européens et celui des États-Unis qui ont vu d'énormes interventions, je répète, qui venaient s'ajouter à celles qui étaient déjà là depuis septembre. Ça, c'était des quantités très, très importantes qu'on n'avait jamais connues avant en si peu de temps. Et l'autre volet, c'était le sauvetage de l'économie réelle, qui a aussi nécessité plusieurs trilliards, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, mais un peu moins que les marchés financiers, même si ce n'est pas tout à fait comparable. Et ces trilliards pour l'économie réelle, ils étaient destinés à aider les entreprises, les travailleurs, les salariés, les chômeurs, les indépendants, tous les gens précaires, ceux qui sont d'ailleurs à l'aide sociale aussi. Donc, de faire en sorte que tout ce monde-là reçoivent des aides, indemnités, allocations et subventions de l'État pour tenir le coup et pour les entreprises de pouvoir redémarrer leur activité. C'est là où on en est maintenant. Alors, pour ce qui est de l'économie réelle, il y a débat si ces montants sont suffisants ou pas et si les tout petits, les micro-entreprises, les indépendants vont s'en sortir ou pas. Certains pensent que ces montants n'étaient pas suffisants et que la répartition n'était pas idéale. Ça, c'est un débat qui peut être très idéologique, qui est sur la vision de la société qu'on peut avoir. Après, il y a les interventions dans le marché financier qui se font aussi débat. Moi, je fais beaucoup pour alimenter ce débat en posant la question, est-ce que vraiment, quand on met 5 000 milliards dans le marché boursier, créé par la planche à billets, hein, c'est de la création monétaire à partir de rien, c'est-à-dire de la dette en réalité, est-ce que ça n'a vraiment aucun coût? Alors, ça c'est ce qu'on va pouvoir traiter quand on va analyser les perspectives d'après-coronavirus, parce que ces coûts, cette facture-là, elle va tomber après. Donc, tu m'as demandé quelles étaient finalement les perspectives d'après-coronavirus. Alors, on y arrive maintenant. Le coût des interventions sur les marchés financiers qui sont faites grâce à une planche à billets extrêmement sollicitée, une création monétaire gigantesque, pour moi, c'est une inflation. Alors, il y a différents types d'inflation. Certains types d'inflation ne se voient pas directement. C'est la hausse des marchés financiers, c'est-à-dire l'inflation des actifs boursiers. Il y a aussi la dévaluation de la monnaie. Le dollar, l'euro vont perdre en valeur plus on crée des dollars et des euros pour sauver les marchés ou même sauver l'économie. Plus on crée de dettes, plus la valeur de la monnaie baisse et le pouvoir d'achat de la monnaie baisse.
Donc, ces coûts n'ont pas été annoncés. Clairement, quand les autorités ou les banques centrales parlent de ces interventions, elles ne vont jamais parler du coût qu'elles peuvent avoir à long terme pour l'épargnant, pour le salarié, pour son pouvoir d'achat, pour la valeur de la monnaie, la solvabilité d'une monnaie. Mais ce coût, il est évidemment là parce qu'on dévalue notre monnaie. Ce coût, il va venir, c'est-à-dire tout va devenir plus cher pour soit les salaires ne vont pas augmenter, ça aussi c'est une forme d'inflation, soit les biens de consommation vont être plus chers par rapport à leur même prix d'il y a 5 ans, par exemple, parce qu'il faut comparer la même chose sur la durée, soit la dette va énormément augmenter et chacun, même le ménage ou l'étudiant ou le locataire vont être surendettés, ou le propriétaire immobilier vont être surendettés. Mais ce qui est sûr, c'est que les charges vont augmenter et qu'on va vers une austérité inévitable qui va surtout concerner ces petits, moyens salaires que j'inclus dans la grande classe moyenne. Et ça va affecter la consommation. Donc l'austérité va être là. Une période de stagnation économique, c'est inévitable. Donc, si on parle maintenant de aura-t-on une reprise en V, en U ou en L, eh bien, c'est que le marché financier qui aura la reprise en V. Mais l'économie, elle aura une reprise en L, c'est-à-dire l'économie du plus grand nombre. Hein. Évidemment, si je suis actionnaire d'une multinationale et que je suis indexé, mon salaire est indexé à la bourse, je vais avoir des grandes hausses salariales liées à mes stocks options, puisque je vais accompagner le rebond de la bourse qui est maintenant très clair et très visible. Il y a déjà un rebond significatif. Mais l'économie réelle, les salaires, l'emploi, tout ça, ça va mettre très longtemps à reprendre. En termes de zone géographique, je pense que la Chine va reprendre avant les autres pays parce qu'elle a ce dynamisme, elle a le gouvernement qui est derrière, elle a plus de réserves monétaires, elle est moins endettée. Donc, il y a consensus déjà sur le fait que l'économie chinoise, c'est la seule qui va enregistrer une hausse du PIB l'année prochaine, alors que tous les autres pays, pour 2021, ça va être très difficile pour eux de faire croître leur PIB, y compris les États-Unis. Mhm. Justement, sur la partie chinoise, on sait qu'en 2008, ils ont investi massivement également suite à la crise des subprimes pour, je dirais, un peu renflouer leur économie et que ça leur a quand même passablement coûté. Aujourd'hui, disons qu'ils ont peut-être un peu moins de marge de manœuvre qu'auparavant, mais effectivement, ils repartent. Enfin, leur industrie commence à repartir au fur et à mesure. Je pense ils ont subi le coup. Enfin, quelques mois auparavant. Et c'est vrai que cette épidémie était pour nous, pays européens et occidentaux, je dirais une menace assez lointaine jusqu'à que ça se diffuse un peu partout dans le monde et puis d'abord en Italie. Mm-hmm. J'aimerais revenir simplement sur ton analyse concernant l'économie réelle et les marchés. Effectivement, on a vu beaucoup d'interventions de la part des banques centrales sur les marchés financiers et des États sur, je dirais, l'économie réelle. Effectivement, avec un espèce de filet pour pallier l'effondrement des emplois. Avec Mm-hmm. le chômage partiel, il y en a massivement en France, il y en a également massivement en Suisse, enfin, dans tous les pays européens. Il y a cette volonté des États de vouloir vraiment contribuer à ce que la demande aussi ne s'effondre pas, parce que des consommateurs qui prennent cette crise de plein fouet, il y a deux conséquences, même plus. La première, c'est aussi le moral des épargnants, finalement. C'est dans une logique de certitude, on a tendance à moins dépenser et mettre plus d'épargne. Et ça, ce serait préjudiciable aussi pour l'économie réelle, puisqu'il y aurait a fortiori moins de demandes. Et également, forcément, un pouvoir d'achat qui est moindre. Donc, moins de demandes, aussi moins d'offres. Et puis, on arrive dans un cercle vicieux qui est celui-ci. J'aimerais avoir ton avis justement sur les mesures qui ont été prises par les États dans le cadre je dirais, d'accompagner l'économie réelle pour pouvoir faire face à cette crise. Est-ce que tu penses que les mesures ont été
les mesures nécessaires, je dirais, ont été justes, ou est-ce qu'il faudrait d'autres mesures pour pouvoir envisager une sortie de crise euh, prochainement ou dans les prochains mois? Alors, les mesures pour l'économie réelle, contrairement à l'économie financière, on n'a pas dit qu'on avait des montants illimités. Pour la bourse, on a dit on va mettre des montants illimités pour décourager tous les vendeurs de vendre. C'est la stratégie autoritaire des banques centrales de dire nous, on va acheter le marché en montant illimité et donc quiconque d'entre vous va vendre va perdre. Donc, vous avez intérêt à acheter avec nous. Ça, c'est la question des marchés financiers où on a utilisé vraiment le terme montant illimité. Pour l'économie réelle, ce n'est pas des montants illimités, c'est des montants limités qui, contrairement à l'économie financière, doivent passer par des parlements, par un congrès, dans des querelles partisanes. Ils font l'objet de compromis. C'est toujours des compromis. Et donc, c'est des packages qui vont cibler certaines priorités. Par exemple, en Suisse et aux États-Unis, le secteur aérien, qu'on ne voulait pas qu'il reste cloué au sol parce que les affaires, ça passe bien sûr par les vols d'une capitale à l'autre. Et donc, on va aider comme ça les secteurs prioritaires. Le secteur des médias, par exemple, ne reçoit pas d'aide, mais on va être très stratégique dans l'aide qu'on va donner. Mais surtout, la doctrine, c'est plus d'endetter l'entreprise, d'endetter le consommateur, parce qu'on ne veut pas donner beaucoup de fonds propres, on ne veut pas donner du cash, on veut que les gens s'endettent. Mais l'endettement, évidemment, moi, je ne suis pas pour l'endettement, je suis assez critique de cette solution dont on a usé et abusé dans les pays anglo-saxons surtout, et on a vu ce que ça a donné. Donc, ce n'est pas un exemple de croissance durable, évidemment, d'endetter les gens pour donner moins finalement de fonds, de subventions. Mhm. Alors, on va beaucoup encourager ça pour compenser les salaires qui vont moins monter, qui vont même peut-être baisser. On va essayer voilà, de faire une illusion de richesse par l'endettement. Ok. Et tu penses que du coup, forcément, cet endettement sera un frein, mais est-ce qu'il y a d'autres alternatives autres que l'endettement? Est-ce que l'État ou les États ou la Confédération devraient peut-être essayer d'investir un tout petit peu plus massivement dans l'économie réelle pour justement directement aider les différents ménages et relancer ainsi la consommation, ou est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Alors, la Suisse, effectivement, n'a pas beaucoup d'options. Elle peut proposer des crédits bon marché à tous ceux qui en ont besoin. Ça, c'est l'option de l'endettement. Elle peut investir, donc l'investissement public. C'est quelque chose qu'aux États-Unis, on sait que Tesla, Apple, tous les géants qui existent aujourd'hui ont bénéficié au départ d'investissements de l'État. Même aux États-Unis, où on croit faussement que c'est uniquement l'innovation californienne de la Silicon Valley qui a tout fait croître toute seule. C'est évidemment des gigantesques investissements de l'État américain qui ont permis aux technologies d'émerger. En Suisse, on n'a pas cette mentalité parce qu'on est trop libéraux pour défendre l'idée d'un investissement étatique, alors même que la Suisse, elle aurait les moyens de s'endetter ou de créer un fonds souverain. Elle a des réserves, elle a un levier, un potentiel d'endettement qui est un des plus élevés dans l'OCDE, mais elle se refuse en fait à le faire pour des raisons de positionnement libéral, où elle pense que c'est au secteur privé de lui-même prendre son essor, mais ça n'existe pas en réalité, puisque les pays les plus libéraux, comme les États-Unis, qui étaient le modèle de ce capitalisme, qui a créé tous ces champions technologiques, etc., a toujours bénéficié d'aide étatique en réalité. C'est l'innovation la plus importante dans la technologie, comme Tesla ou comme Apple, elle est venue d'investissements d'agences de l'État. Donc, c'est vrai que la Suisse devrait vraiment réfléchir à ça, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des investissements dans le biomédical, il y a des investissements ciblés dans tout ce qui est vraiment stratégique. La santé, le biomédical, la recherche en épidémiologie, en vaccins, va décoller. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Le secteur de la santé va recevoir plus. Mais on va être très ciblé sans se dire qu'il y a un tissu économique qui est constitué à 99% de PME, qui a besoin, lui, d'être porté, de recevoir un coup de main. Et donc, s'il devient un peu moribond, si on a beaucoup de faillites à terme, de gens qui se sont surendettés, c'est finalement la croissance qui va accuser le coup. Il n'y a pas de miracle. Exactement. Et je pense qu'il y a aussi un côté assez en réaction. Je dirais, c'est vrai qu'on a
on a beaucoup entendu, je dirais, ces dernières années, des besoins de certaines industries qui semblent aujourd'hui capitales, mais qui ont été complètement, je ne vais pas dire à l'abandon, mais qui n'ont pas forcément été écoutées sur les dernières années. Et là, on y revient. Et l'impression qu'on a aujourd'hui, c'est que les secteurs comme la santé ou autres, euh, qui n'ont pas été privilégiés par le passé, euh, aujourd'hui sont des secteurs capitaux pour faire face justement à ce besoin ou à cette crise. Euh, et finalement, en termes d'investissement, est-ce qu'on ne serait pas, là encore, dans une logique, comme j'ai pu le dire, hein, vraiment dans la réaction, plutôt qu'essayer d'avoir une anticipation qui puisse être légèrement plus globale? Parce qu'on sait qu'il y a des grands groupes, des entreprises de taille intermédiaire et forcément beaucoup de petites et moyennes entreprises qui, elles, font partie du tissu économique. Et puis, la disparition de ces entreprises-là, je dirais dans la chaîne de production, serait dommageable pour les fleurons aussi de l'industrie suisse ou même européenne. Oui, c'est dans des moments comme ça que l'État a tout son sens. Il doit accompagner toutes ces entreprises dans leur reconversion vers la transition énergétique, vers des activités plus durables. Il doit très fortement changer le paradigme, mais il faut l'impulsion de l'État, là, vraiment, et les investissements de l'État pour faire passer une bonne partie de cette économie locale vers le durable, la green tech, l'innovation verte, environnementale, vers des productions qui respectent une philosophie d'économie circulaire, par exemple, c'est-à-dire où on recycle ce qu'on fabrique. Et tout ça, c'est maintenant, c'est un très bon moment de le faire, mais cette réflexion très stratégique manque de vraiment faire prendre à l'économie suisse un réel virage, un puissant virage, parce qu'on est encore en train de faire les choses au coup par coup. Toi qui est connecté à plusieurs dirigeants, start-upers et à ce tissu économique suisse, est-ce que tu peux nous partager finalement les plus gros challenges que tu relèves et que eux relèvent aujourd'hui? euh, les plus gros challenges, comment est-ce qu'ils y répondent et comment est-ce qu'ils se projettent dans l'avenir? Alors, ils doivent courir très vite, ils doivent vraiment sprinter pour ne pas être rattrapés par l'avalanche qui vient derrière eux, qui est tout ce qui est en train de s'écrouler à cause du coronavirus. Il faut courir encore plus vite. Alors, certains arrivent à se réinventer, à proposer des services du conseil, des produits, des sites web qui peuvent être utiles maintenant. Ils arrivent à voir maintenant des opportunités. Pour ceux qui n'y arrivent pas, il y a ceux qui se trouvent être dans des secteurs porteurs comme justement la biotech, etc., qui peuvent encore lever des fonds. D'ailleurs, ça, c'est le secteur vraiment le seul qui lève des fonds actuellement. Et pour d'autres, c'est vraiment remettre à plus tard les investissements, faire des économies, réduire la voilure. Et difficile dans ces moments-là d'être innovateur, créatif et dynamique, hein, parce que là, on va avoir un dégraissage. Ils vont mettre beaucoup de gens un petit peu en chômage partiel, voire au chômage. Et donc, on va avoir des capacités très réduites dans le secteur des startups, hein. C'est une voilure qui est très, très cyclique. Surtout les startups, elles vont coller de très près à la conjoncture. Mhm. Donc, de ce que je comprends sur ce que tu as pu dire, les répercussions de la crise vont durer et cette austérité va durer non pas plusieurs mois, mais potentiellement plusieurs années. On parle de 2021 notamment, Oui. euh, Je forcément avec… pense qu'à un horizon de 2 ans, on sera en train vraiment de réparer, réparer, de reconstruire. Oui. Mhm. Et justement, l'endettement des entreprises, hein, que ce soit des startups qui ont levé des fonds récemment ou qui avaient des fonds par le passé, ont leur trésorerie qui est impactée, ont leurs investissements qui sont impactés. Donc, cette capacité de pouvoir se transformer, de répondre, je dirais, à une demande, elle est un peu moins avérée aujourd'hui, même si Oui. on transforme les business models et qu'on transforme les entreprises. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un double enjeu. C'est que effectivement, il y a des charges aujourd'hui avec les emplois, les charges fixes, les charges variables. Euh, Ils ont dû faire recours à de la dette, bien sûr à des taux d'intérêt enfin, zéro, etc., à je dirais des conditions avantageuses. Mais de l'autre côté, il y a quand même cette nécessité de pouvoir continuer à
répondre à la demande. Et si cette demande décroît alors qu'il y a une forte propension d'endettement des entreprises, plus une baisse justement je dirais de la demande, on risque d'avoir des années qui risquent d'être assez sombres là-dessus. Est-ce que c'est ce que tu identifies dans ton réseau et dans le réseau économique Mhm. que tu connais? Oui, oui, parce que beaucoup d'entreprises, de petites entreprises, en fait, ne veulent pas s'endetter. Elles ont très bien compris que si elles prennent aujourd'hui 200 000 francs, c'est un soulagement à court terme. Et puis après, elles ont sur le fardeau sur les épaules de payer 3 000 francs par mois pendant les 20 prochaines années. Et ça, c'est comme un loyer supplémentaire finalement. Donc, le fait même qu'il faut rembourser le principal, ça fait on va se soulager aujourd'hui et avoir des marges qui vont être compressées pour les 10-15 prochaines années. Et ce n'est pas vraiment un très bon deal. Donc, c'est dans ces moments-là que quelqu'un aurait dû venir avec une idée novatrice de se dire, il y a un fonds public de soutien aux startups parce que c'est très stratégique pour nous l'innovation en Suisse. Donc, on va les aider, on va se substituer aussi à tous les capitaux risqueurs qui aujourd'hui sont à l'arrêt. Les capitaux risqueurs actuellement, ils sont beaucoup, beaucoup moins actifs, très sélectifs, ils sont dans l'attente. Surtout la Suisse romande n'est pas pour eux, qui a été très attrayante, n'est que très, très sélectivement intéressante pour eux. Et donc, qui peut se substituer à ce moment-là à ces financements qui vont manquer, à cette traversée du désert qui va s'éterniser? Eh bien, ça devrait être les fonds publics, c'est vrai. Si tu avais des conseils à donner aux acteurs de l'économie suisse, quels seraient-ils? Ça, c'est très difficile parce que c'est facile de dire ne vous endettez pas, par exemple. Si on est vraiment chaque mois compte pour nous, chaque franc de trésorerie compte, c'est un peu facile de dire ne vous endettez pas. Mais j'aimerais, le conseil principal, c'est regarder vos coûts et réduisez-le vraiment au maximum. Essayez d'être très, très léger pendant cette période, très, très flexible. Voilà. Et puis, par contre, tout ce qui peut aujourd'hui rapporter des revenus, même s'il faut se diversifier un petit peu loin de votre cœur de métier, de votre spécialité, ça vaut la peine d'ajouter du revenu, réduire les charges et là, de rester dans ce mode prudent et ce mode de crise le plus longtemps possible. Viser 2 ans comme ça, le dos rond, à essayer surtout de capter des revenus alternatifs tout en n'augmentant pas les coûts. C'est un défi. Tu penses qu'il y a une nécessité de pouvoir trouver des solutions, je dirais, de manière un peu plus frugale, Oui. parce que les circonstances font que, et également essayer voilà, de passer un peu cette période de 2 ans pour essayer de réémerger, soit par une nouveauté qu'on a pu trouver pendant les 2 ans, ou soit justement retrouver un rythme normal peut-être dans les prochaines années. Ou en Euh, se regroupant, en mutualisant les coûts, ça peut aussi être des bonnes solutions. ok. Se regrouper entre plusieurs petites entreprises, plusieurs startups qui mutualisent leurs coûts de structure, leurs coûts d'infrastructure, les coûts fixes, etc. Ça peut aussi aider. Mhm. Très bien. Merci beaucoup, Mirette, pour ta participation et toutes ces bonnes informations. Donc, l'émission est à retrouver chaque semaine avec des acteurs Mhm. d'économie suisse, qui soient journalistes économiques, économistes, historiens, sociologues et de l'autre côté, dirigeants, entrepreneurs, pour essayer de mieux comprendre le moment que nous vivons et finalement d'essayer de trouver des alternatives à travers le partage d'expériences. L'idée, c'est comme tu as pu le dire, de mutualiser non pas uniquement les ressources, mais aussi les informations, parce qu'elles sont capitales aujourd'hui. Les personnes qui sont le plus informées, le mieux informées peuvent prendre des décisions qui peuvent les sauver aussi. Et c'est tout le but de cette émission. Donc, on te remercie beaucoup, Mirette. Merci Merci, pour bravo. Mhm. ta participation.